et bienvenue au deuxième épisode du podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Nicolas. Salut! Salut Nicolas! Donc, grosso modo, j'aurais aimé ça que tu te présentes. C'est quoi ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu es impliqué dans des projets? C'est ça. Parle-nous un peu de toi. Ben, présentement, je suis impliqué dans plusieurs projets, dont un projet avec Air Ouverte. Plusieurs projets comme je m'implique dans différents comités là, où on a besoin de moi, j'accours, comme on dit. Good. J'ai de l'école à temps plein. Je suis aux adultes présentement. Je termine mon secondaire 5. Je suis presque fini d'ailleurs. Puis j'ai présentement en maison d'hébergement. Puis bientôt, je déménage en appartement supervisé. Good. Donc, toi, tu as vécu ta transition à la vie adulte. Tu es un peu sur la fin. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. OK. C'est bon. Puis, dans le fond, j'aimerais débuter un peu notre entrevue. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois placé avec la DPJ? Grosso modo, c'est de la négligence vraiment qui a amené mon placement. C'est vraiment ça, là. Qui a fait le signalement? Bibi. C'est toi personnellement qui l'as fait? Oui. Puis, à tes yeux, l'auto-signalement, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Est-ce que tu as déjà entendu parler de d'autres personnes qui l'avaient fait? OK. Parce que moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis auto-signalée. J'ai appelé la DPJ au téléphone. Puis, suite à mes problèmes de comportement, on a décidé de me placer. Je n'ai pas mis ça sur le dos de ma famille, mais ouais, moi aussi, c'est moi qui ai pris le téléphone et qui a décidé de faire le move. Ouais, c'est sûr que l'auto-signalement, pour moi, personnellement, devrait être une pratique plus répandue. Parce que, pour moi, l'enfant est au cœur des décisions qui le concernent. Donc, ça devrait être une pratique plus répandue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, c'est souvent les intervenants qui font le move. Justement, Nicolas, à propos de ça, toi, l'auto-signalement, comment tu as vécu ça, d'avoir à t'auto-signaler, puis comment les gens ont reçu ça aussi? Voudrais-tu me dire un petit peu comment tu as vécu ça? Ben, c'était un peu weird dans mon cas parce que la première fois, on ne m'a pas cru. La deuxième fois, on ne m'a pas cru. Et là, ça a pris une troisième fois avant qu'on fasse OK, il y a un problème. Ça a pris 3 fois. C'est étonnant, et la DPJ était déjà dans mon dossier depuis mai 1 an. C'est vraiment particulier comme contexte. Puis, suite à ce signalement-là, c'est quoi à peu près la trajectoire que tu as faite? Quelles ressources tu as faites? J'ai fait 3 foyers de groupe. OK. Puis une famille d'accueil. Puis, tu es parti à quel âge? 8 ans. C'est à 8 ans que tu es rentré dans ton premier foyer de groupe? Exact. OK. Ben, 8 ans et demi, presque 9. J'ai la date exacte dans ma tête, elle était gravée dans ma mémoire. Là. OK. C'est quelque chose qui t'a marqué, j'imagine, aussi? Oui, en quelque sorte, c'est peut-être quelque chose qui m'a marqué. Mais c'est plus que la date est imprégnée dans mon cerveau parce que c'est la date à laquelle j'ai commencé à aller mieux. Puis, quand tu as été placé dans ton premier foyer de groupe, est-ce qu'il y a eu un essai pour te retourner chez toi ou tu as été transféré directement dans un autre foyer de groupe? Non, parce que ça a été à ma demande. Parce que moi, avec les infos que j'avais à ce moment-là, j'ai considéré que mes parents n'étaient pas prêts à me reprendre à ce moment-là. Et moi, j'ai dit, moi, je ne m'en vais pas là. Non, non. non, je ne vais pas là. Désolé. Puis, ils t'ont écouté? Oui. Parce que j'ai demandé à... Non. non, c'est pas de la chance. C'est placer ses pions comme il faut, comme on dit. OK. Parce que moi aussi, j'avais verbalisé ça à la fin de mon placement en foyer de groupe, puis on m'a retourné dans ma famille quand même. C'est placer ses pions comme il faut. Ce qui m'a aidé, c'est que ma mère n'était pas prête encore.
Donc, du coup, on était 2 sur 3. Alors, du coup, ils se sont dit, je ne retourne pas dans la situation où j'étais avant, c'est-à-dire chez mon père. Puis, ma mère ne veut pas me reprendre. Qu'est-ce qui reste? Fait que dans le fond, c'est le fait que ta mère ait verbalisé ses craintes qui a fait en sorte que tu as pu retourner dans un deuxième foyer de groupe, c'est ça? Exactement. OK. Puis comment tu as trouvé ça, la dynamique dans un foyer de groupe? Étais-tu dans un foyer de groupe avec juste des garçons? Le premier, non, foyer mixte. OK. Le deuxième, oui. OK. Ça a été une dynamique assez élevée quand je suis tombé en foyer garçon uniquement. Parce que c'est ça, je suis homosexuel, hein, entouré. Fait que c'est pas facile pour moi, mais on y arrive. Ben oui. Puis, y a-tu eu. T'as fait 3 foyers de groupe, puis je me demandais si là-dedans, dans ces 3 endroits-là, il y a eu un endroit où tu te sentais plus en sécurité puis confortable avec les gens. Ben, je te dirais que c'est mon deuxième foyer de groupe. OK. Parce que c'est le foyer où j'ai resté le plus longtemps. Puis d'ailleurs, c'était proche de l'école, donc j'avais un peu mon noyau un petit peu tout à côté, c'était plus facile. OK. Fait que dans le fond, tu as été capable de développer un sentiment d'appartenance avec eux? Exactement. OK. Puis, pendant que tu étais placé, as-tu eu des besoins, tu sais, comme tantôt, tu me disais que tu avais un TDAH. Est-ce que tu avais des besoins spécifiques à ton état de santé, que ce soit physique ou psychologique, qui ont été bien répondus? Est-ce que tous les services étaient mis en place avec des spécialistes ou il y a eu des manquements à ce niveau-là? Somme toute, oui, il y a eu des manquements. Okay. Comme on sait, en 2019, j'ai eu un bris de service. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, moi, j'ai demandé à ce que ma psychothérapie avec une psychologue soit poursuivie. Mais étant donné que je n'aimais pas la formule qu'ils me donnaient, ils ont décidé de briser mon service. Par contre, là où ça devient touché, c'est que moi, je les ai regardés en disant, mais il y a une ordonnance du juge, vous êtes obligé de me donner ces services-là. Dans l'ordonnance du juge, c'est spécifié. Fait que là, ils sont, oui, mais non. Il n'y a pas de oui, non. T'es obligé. Et ça n'a jamais donné de suite. OK. Puis c'était quoi son approche avec la psychologue qui ne fonctionnait pas? C'est que moi, je fonctionne plus par jeu de rôle. J'aime pas parler de moi, je suis pas capable. OK. Je suis pas capable de parler de mon histoire autre que par des jeux de rôle. Du coup, elle me faisait parler de moi, mais oui, mais moi, je parle pas de moi, impossible. Oublie ça, je me ferme comme une huître. Du coup, c'est ça qui a fait en sorte que moi, je disais, ça marche pas. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Puis eux, ils n'ont pas su s'adapter ou adapter, dans le fond, de la psychothérapie pour répondre à ton besoin et à ce que tu mentionnais. C'est ça que je comprends? Attendez, là, je reviens parce que je reviens avant 2019. En 2018, la psychologue que j'avais actuellement a demandé une prolongation de contrat. Sa prolongation de contrat lui a été refusée. J'ai demandé pourquoi. Parce que moi, j'ai dit, moi, je veux continuer, je suis bien avec elle, tout va bien, pourquoi vous me coupez comme ça? Et ils me répondent, on n'a pas les fonds nécessaires. Ça ne fonctionne pas, là. Déjà, moi, j'ai fait, oh, non, on s'en va là. Mais on va te donner une psychothérapie à l'interne. Moi, j'avais déjà signifié que je n'aimais pas ça. En partant. OK, parce que la psychologue que tu allais voir, c'était à l'externe, c'est ça? C'est ça, à l'externe, c'est une psychologue qui avait été mandatée. Ça faisait 10 ans que j'avais cette psychologue-là. Puis pour des raisons d'argent, ils ont décidé de ne pas prolonger. Puis, selon moi, puis selon ce que j'ai entendu, c'est ça. Parce que je veux pas, ils m'envoient à l'interne. C'est pas parce qu'ils veulent m'envoyer à l'interne. C'est parce qu'il y a un problème en arrière. Puis ce problème-là, excusez-moi, pardon d'être cru, mais il est souvent relié à l'argent. Ils n'ont pas de fonds. Ils ne peuvent pas payer. Sauf qu'ils renvoient à l'interne pour payer moins. Oh là là. Mais oui, c'est. Puis, ils t'ont fait suivre des ateliers. Nous autres, dans notre temps avec le foyer de groupe, il y en avait souvent des ateliers
où il y avait plusieurs foyers de groupe regroupés ensemble, puis là, on faisait des ateliers de gestion de colère, gestion de stress, etc. J'en ai eu, mais c'est pas suffisant. OK. C'est pas suffisant. Ça répondait pas à ton besoin du moment, tout. c'est ça. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as été transféré dans un 3e foyer de groupe? Mon âge. Ah, OK. J'arrivais à 17 ans, j'avais atteint tout ce que j'avais à atteindre. Il y a eu une table d'accès, puis on a décidé que je m'en allais dans un foyer, et là, c'est là, un projet pilote, c'est 16-21 ans, santé mentale. Donc, c'est un projet d'acquisition d'autonomie, je cherchais mon mot, excusez, d'acquisition d'autonomie. Donc, c'est un peu comme un foyer appartement. Dans le fond, tu fais ta bouffe, tu fais ton épicerie. OK. Fait que dans le fond, ils travaillent sur l'autonomie justement pour que tu sois capable de, après ça, peut-être t'en aller dans un appartement supervisé, c'est ça? Exactement, ou un appartement normal, selon où on est rendu dans la pyramide d'autonomie, là. OK. Puis, tu as resté avec ce service-là combien d'années, combien de temps? Un an et 7 mois, ou septembre, octobre, novembre, décembre. C'est ça, 6 mois. OK. Fait que dans le fond, tu es rentré là avec quel âge? J'avais 17 ans. Je venais d'avoir 17 ans au mois de juin. OK. Fait que dans le fond, il aurait pu te garder jusqu'à 21 ans, est-ce que je comprends? Oui, mais avec ce qu'on avait comme info, nous, on a décidé que j'étais prêt à faire le saut, ce qui était le cas. OK. Mais peut-être pas comme je l'entendais. C'est là où j'arrive, où j'ai fait une gaffe. Mais bon, je me comprends. Écoute, fallait que j'essaye. Fallait que je saute. Et j'ai sauté, mais peut-être trop vite. Je m'explique. C'est que j'ai loupé une étape. Il aurait fallu que je passe en maison d'hébergement communautaire avant d'obtenir l'appartement supervisé parce que je n'étais pas encore totalement autonome. Puis quand tu parles d'une habitation communautaire, c'est-tu genre les auberges du cœur ou... Exactement, c'est de ça que je parle. OK. Fait que dans le fond, Mais toi, ta transition à la vie adulte a commencé à 17 ans. 18. 18? OK. Puis comment ça s'est passé? Théoriquement, ma transition à la vie adulte a commencé à 17 ans, mais je ne la considère pas commencer à 17 ans parce que j'étais encore pris en charge par le centre jeunesse. Okay. C'est-à-dire que oui, ils nous apprennent, mais je suis encore pris en charge. J'ai l'épicerie de fournie, j'ai les médics de payer. Tu sais, à 17 ans, tout est payé, là, ou presque. C'est ça, la structure est encore super rigide alentour de toi. Exactement. À 18 ans, par contre, tout commence à tomber. Clic, 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 clic. Les dominos, là, ça fait les dominos, là, clic, 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 tout le monde tombe, là. Il reste juste moi, là. Fait que là, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu accès à ce qui est communautaire, mais ça a été ma décision d'aller vers ça parce que je me suis dit, je suis capable, selon moi, puis selon tout le monde, on se disait, je suis capable. Par contre, c'est là où j'ai droppé et je ne me suis pas écouté. J'ai continué là pendant 3 mois en me disant, je vais être capable, je vais me reprendre en main, tout va bien aller. Excusez-moi pour le chien. Fait que c'est ça, je vais me reprendre en main, mais ça n'a pas marché. J'ai continué de sombrer et j'ai commencé, et là, c'est là que je me suis rendu compte, j'ai commencé une dépression sans me rendre compte. C'est mes amis qui me disaient, il est où ton sourire? Tu viens plus à l'école? Tu es toujours à distance? Ça marche pas, là. Quelque chose qui marche pas. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte, pas de ménage. Je faisais pas de ménage, j'avais de la misère. Et là, j'ai dit, OK, c'est assez. Au mois de mai, j'ai dit, c'est assez, on va s'en aller bientôt. Je me laisse un mois, là, puis je prends la décision. Puis, comme de fait, on a pris la décision conjointe que je m'en allais en maison d'hébergement. Et de là, mon sourire est revenu, tout va bien. OK. Fait que dans ce temps-là, ton projet de vie, c'était tes études? Tu continuais ton secondaire? Okay. Exact. C'est ça. Après ça, tu as transitionné à la maison d'hébergement. Comment ça s'est passé là-bas? Super cool. D'ailleurs, je suis encore là présentement. Pour vrai, ça a été le ciel. Le ciel m'est tombé, le ciel bleu m'est tombé au-dessus de la tête. Qu'est-ce qui a fait que
ça s'est amélioré, dans le fond, ta situation? Ben, c'est la bouffe est fournie. Ça m'a permis de me concentrer à 100% sur mes études. Puis de me dire, qu'est-ce que je mange ce soir? Ah, c'est déjà fourni, OK. OK. Dans le fond, quand tu étais dans les ressources communautaires, ta bouffe n'était pas fournie. Ça, c'était plus comme un appartement supervisé. Exact. OK. Fait que dans le fond, c'est comme si tu en avais trop à faire pour ce que tu étais habitué avant. C'est ça, exact. J'ai comme loupé une marche. Je me plais à dire, j'ai loupé une marche, j'ai déboulé l'escalier. C'est intéressant aussi parce que, tu sais, je pense que les deux, si je me trompe pas, les deux ressources que tu mentionnes, communautaires, c'était les deux des auberges du cœur. Exactement. Mais c'est ça, les auberges du cœur, ils n'ont pas tous les mêmes approches selon les besoins des jeunes et tout. Donc, toi, tu t'es aussi rendu compte que ça ne répondait pas nécessairement à tes besoins et tu es allé chercher l'aide d'une autre ressource qui était plus adaptée pour toi aussi. Oui, exact. Mais tu as vécu ça pendant la pandémie, si je ne me trompe pas aussi. C'était exactement ça. La pandémie a commencé au mois de février 2021. Au mois de février 2020, j'ai vécu la pandémie au centre jeunesse, coupé du reste du monde. Ça ne m'a déjà pas aidé. Nous, en tant que jeunes au centre jeunesse, on a poussé pour dire ça n'a pas d'allure, il faut qu'on sorte. Là. C'est beau, nous laisser enfermer, mais là, à un moment donné, il faut que je vois du monde. Moi, je suis en train de capoter. Alors là, du coup, ça a continué et là, on commençait à voir nos familles, mais la même personne tout le temps. Mais moi, je m'en foutais du moment où je pouvais voir quelqu'un. Du coup, à un moment donné, ça a continué. Et là, à un moment donné, on m'a dit, je suis en train de tourner la série que les gens ont vue, qui s'appelle La vie après la DPJ. Et dans la série, dans un épisode, j'apprends que je déménage dans 6 mois. Je n'étais pas au courant avant. Je l'ai appris pendant le tournage. Ce que vous ne voyez pas, c'est ma réaction qui fait « Hein, what the... Comment? » Attends, là, ça n'a pas de sens. Là. Attends, là, tu es en train de me dire que je déménage dans 6 mois. Il dit oui. Je fais « Ah, ça aurait été fun que je sois au courant avant de tourner. » Puis qui a décidé ça? C'est une décision conjointe, je suis d'accord. OK, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'ils te l'ont annoncé cette journée-là. Je l'ai appris cette journée-là, mais je m'y attendais. On savait que ça s'en venait. Je savais juste pas quand. Là, tu nous parles de quand tu as quitté le foyer de groupe du centre jeunesse pour aller justement dans la ressource, l'auberge du cœur, la première auberge du cœur que tu as fait, c'est ça? Exactement. Puis, comment ça se passait à l'auberge du cœur, justement, en pandémie, avec les mesures sanitaires, puis la distanciation, le lavage de mains? Ça allait quand même bien, mais c'était rushant. C'était rushant pour moi d'allier mesures sanitaires, école à moitié à distance, ménage de l'appartement, de la chambre-appartement, puis loyer à payer, épicerie à gérer. Je ne mangeais que du fast-food parce que je n'étais pas capable de faire le ménage. OK. De me prendre soin de moi en tant que tel. C'est comme tu disais tantôt, puis tu l'as vraiment bien illustré avec la marche. Tu as monté une marche puis tu as déboulé. C'est ça. C'est ça. Tu es allé un peu vite dans le sens où tu as peut-être sauté des étapes. Tu en avais fait trop, là, justement. Tu partais d'un milieu plus encadré, plus structuré, qui t'offrait beaucoup de choses. Là, tu te ramassais vraiment en autonomie presque complète. Donc, ça te faisait beaucoup de choses à t'adapter, puis tu n'étais peut-être pas encore tout à fait prêt. Mais ce qui est beau, c'est que tu t'en es rendu compte aussi, puis que tu as su rebondir, en fait, puis trouver quelque chose d'autre pour répondre à tes besoins. Puis ça, je te lève mon chapeau, vraiment. Quand tu disais que l'école des adultes, elle se faisait à moitié à distance, à quoi ça ressemblait concrètement ta semaine? À ce moment-là, au début de l'auberge du cœur, on était 2 jours à l'école, les lundis, mardis, et 3 jours à distance le reste de la semaine. OK. Fait que tu étais vraiment confiné chez vous quand même une bonne partie du temps, là. Oui. Puis souvent, je ne me levais pas parce que j'étais déprimé. Du coup, j'ai loupé. Et là, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais je l'ai en tête. J'ai loupé 80% de mes cours. T'étais-tu avec Emploi Québec? Okay. C'est d'ailleurs ça, c'est là que je m'en vais. C'est bon. Là,
je suis couché. Là, mon téléphone se met à sonner à côté de moi. Je dis que c'est ça, j'attends pas d'appel. Et là, je vois le gouvernement du Québec. Là, mon cerveau, il fait 3 tours. Je dis, oh non, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Réponds au téléphone. Bonjour. Et là, elle me dit, vous avez 35 d'absence. C'est inacceptable. Et là, je suis là, wow, comment 35 qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je réponds, ouais, mais je vais pas bien et tout. Donc, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné ben, parce que je me suis rendu compte que je tombais dans mon pattern de tout laisser tomber. Tu sais, quand on dit laisser tomber les problèmes, mais laisser tomber tout au complet, ça vient avec. Je pense aussi à une chose que tu as nommée puis qu'on voyait dans la série aussi qui je pense, te faisait du bien. Je pense à ton cours de chorale. Oui, je me dis, pendant la pandémie, ça a été arrêté ou ça a continué virtuellement? Ça a continué virtuellement, mais c'était pas suffisant. Maintenant qu'on est revenu à plein présentiel, avec mesure de distanciation sociale. On était encabanés dans des plexis, un plexi en avant, deux plexis sur le côté. J'appelle ça mes cabanes de plaisir. Parce que sans ça, je peux rien faire. Fait que je fais avec. Mais c'est ça, maintenant qu'on est comme ça va mieux. Mais tu sais, au début, en février 2020, quand la pandémie a commencé, moi, j'étais au secondaire. J'étais au secteur jeune. J'aurais pu terminer mon secondaire. Mais je n'ai pas pu à cause de cette fichue pandémie qui m'a comme enlevé la moitié d'un cours. J'étais en train de faire mon cours de maths de secondaire 4 quand la pandémie a frappé. Je venais de commencer. Je venais de finir au moins un cahier. Et là, bye-bye. Tout est fini. Du coup, j'ai été obligé de recommencer tout mon secondaire 4. Tu as commencé avec le ministère de l'Éducation? Pas le ministère, excuse, Emploi Québec? Le secteur jeune. Au secteur jeune, c'est au secteur du secondaire. Oui. En juillet 2020, j'ai commencé au secteur adulte, mais c'est moi qui payais mes cours. Parce que j'étais pas encore sorti encore. On est en juillet 2020. La date officielle de ma sortie du centre jeunesse, c'est le 4 février 2021. C'est à ce moment-là qu'Emploi Québec est rentré. Okay. Pas avant. Il y a quelque chose que j'ai pas compris tantôt, puis permets-moi de te questionner. Tu disais que c'était toi qui payais tes cours, mais tu étais encore à charge. Tu étais placé encore au foyer. Ouais, tu étais à l'école aux adultes, puis tu payais tes cours. C'était pas la DPJ qui payait? Oui, mais c'est là, quand je dis payer mes cours, c'est que je ramenais la facture. Mais tu sais, c'est moi qui payais, c'est juste que je me faisais rembourser. Au début, c'est mon argent qui passait parce que j'avais de l'argent un petit peu, mais après ça, la DPJ a pris le relais puis tout le monde a payé. Mais comme je dis, ouais, non, ça a été rough la pandémie pour moi, là. C'est clair. C'est venu tout chambouler mes affaires, là. Fait que là, tu as été dans une auberge du cœur où est-ce qu'il y avait plus ou moins de structure. Après ça, là, c'est vraiment plus dans une auberge communautaire avec un accès à une salle commune, j'imagine, avec des cuisines, puis etc. Exact. Puis, fait que là, tu continuais à aller à l'école, puis là, ça a continué suite à ça. Là. Ça ne s'est pas interrompu. Non, parce que, ben là, au début, quand on est arrivé à l'auberge, quand je suis arrivé à l'auberge en juin, on était à 2 jours en présence, 3 jours au tout début, là, en juin. Okay. À partir de juillet, on est tombé à 5 jours en présentiel. Okay. Mais sans préavis. La direction a décidé que c'était ça, puis on n'avait rien à dire. Ça m'a gossé un peu. Mais quoi que je me suis adapté, ça a bien été. Et là, pour l'instant, ça continue comme ça, là, 5 jours en présentiel. Les micro-ondes sont revenus à l'école. Ça fait du bien, là. Je recommence à avoir la lumière au bout du tunnel, là. Bon. Puis, t'es-tu encore à la même auberge du cœur que celle que tu me parlais? OK. Oui, je suis encore à cette auberge-là jusqu'au 1er novembre. Puis, qu'est-ce qui va se passer au 1er novembre? Le 1er novembre, je m'en vais dans l'autre partie de l'auberge qui est les appartements supervisés. C'est la même auberge, c'est la même équipe. C'est juste qu'on monte une coche. Là, on va monter la marche pour vrai. Là, j'ai pas loupé de marche. Là, on va monter la marche pour vrai. Bon, puis ils t'ont préparé comme il faut? Tu te sens équipé pour être capable de faire ce que je me sens totalement équipé. Et là, c'est pas comme cette auberge-là où ils me laissent... Non, ils sont en arrière de moi pareil. C'est bon. Dans le fond, il y a un intervenant. Il y a un intervenant que tu vas pouvoir aller voir pareil, là.
Oui, ils sont là, ils sont là. C'est là où je vois où j'aurais dû passer par là. J'aurais dû passer par là, hop, on remonte la marche, mais bon, c'est après coup qu'on voit nos erreurs, hein? Ben oui, mais en même temps, tu sais, mettons que tu as fait ton erreur, ça t'a quand même donné une idée de qu'est-ce que ça peut ressembler à un coup que la marche est montée, tu sais, c'est quoi les attentes, c'est quoi les obligations, c'est quoi les exigences. Fait qu'en quelque part, le fait que tu ailles reculer, ça va te permettre de mieux te préparer pour restepper ta marche. Oui, c'est ça. Puis moi, je vois pas ça comme une erreur du tout, tu sais, moi, je vois ça comme un apprentissage aussi, puis je pense que tu en as fait une très belle apprentissage aussi, donc Totalement d'accord. Puis, dans notre rencontre préparatoire, tu mentionnais t'impliquer dans plusieurs comités. Puis, je voulais que tu nous parles un peu de ça. Comment ça a commencé, tes implications? Ça a commencé par... j'ai entendu parler d'un comité de jeunes au centre jeunesse. C'est un comité de résidents. Là, à un moment donné, je dis, comment ça se fait que je ne suis pas à ce comité-là? Comment ça se fait que mon foyer n'a pas sa voix dans ce comité-là, alors qu'on est un foyer groupe? Alors, on va voir mon chef, je sais quoi le problème? Pourquoi on n'a pas notre voix? Et là, mon chef qui me répond, ben, c'est parce que vous avez un comité dirigé par des parents. Vous êtes drôle, vous? Je suis capable de parler, j'ai une voix. Alors là, c'est là que ça a commencé. Okay. De là est parti tout plein de... La série aussi m'a apporté une certaine visibilité. J'ai participé à un World Café sur la santé mentale. J'ai participé à tout plein de comités. Puis de là, c'est là qu'est arrivé Air Ouverte. J'ai rencontré une personne qui travaillait à Air Ouverte qui m'a... C'est ça, les espèces de contacts que je parlais. Participer. Là. Okay. C'est ça. C'est les espèces de contacts que je me fais en participant à différents comités autres qui font en sorte que là, tout s'embrique un dans l'autre, puis ça arrive jusque-là. Là. C'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, tu disais, c'est de comité en comité, mais après, c'est Air Ouverte qui t'ont référé aussi à moi, qui te fait entrer dans d'autres projets, dans le balado. Donc, Exact. C'est ça. Quand je dis que chaque opportunité en amène une autre, là, tu sais, quand je dis l'escalier, là, quand je dis la pyramide, là, tu sais, je pars d'en haut, je redescends en bas, là. Tu sais, c'est ça. Pour moi là, c'est drôle parce que je suis parti d'un petit comité de centre jeunesse à des gros comités où on parle d'enjeux qui sont liés au centre jeunesse. Ça me fait vraiment rire parce que, tu sais, puis j'arrête pas de le dire, puis de le redire. Parce que j'ai l'impression que les organismes qui sont autour du centre jeunesse sont souvent pas vus comme des partenaires. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être des partenaires de premier plan. Puis le premier comité que tu as fait, c'était quoi les sujets abordés en général? C'était quoi? Souvent, c'est des problèmes à l'interne. Le premier comité que j'ai fait, on discutait de problèmes qui étaient souvent à l'interne, genre le confort des matelas, les réparations à faire, la bouffe, naturellement. Je vois quelqu'un qui me dit la bouffe. La bouffe, pas tant d'un foyer de groupe parce qu'on a un cuisinier, ça va bien. Mais oui, on en entend parler pareil parce qu'il y a des gens qui reviennent des sites et qui nous disent ah ouais, c'est meilleur en foyer de groupe. Ouais, c'est normal. Fait que dans le fond, c'est ça, tu es rendu avec Air Ouverte. Puis dans le fond, moi aussi, j'étais dans des comités avec Air Ouverte. Puis, t'as-tu déjà demandé de leur service? T'as-tu déjà reçu des services avec eux? J'ai demandé les services d'une Air Ouverte. Okay. Mais les services ne me convenaient pas parce que c'était par Zoom. Donc, j'ai décidé d'arrêter. OK. Ouais, c'était pendant la pandémie, j'imagine. Exact. OK. Ben, c'est au moment où j'allais pas bien. Et puis, j'ai l'impression que ça m'a été imposé un peu parce que dans la foulée de certains événements qui se sont passés dans ma vie, que je ne veux pas rentrer là-dedans, on n'ira pas là aujourd'hui, c'est pas par là que je m'en vais. Mais c'est ça, dans la foulée de certains événements, on m'a demandé de me faire évaluer. Puis moi, ça m'a été imposé alors que je ne voulais pas me faire évaluer. Pour moi, c'était dans mon passé et puis j'avance vers l'avant. OK. Est-ce que tu as eu des valeurs, mettons peut-être 3, qui t'ont guidé dans toute ta transition à la vie adulte ou J'ai 3 règles d'or. Okay. Respect, engagement, collaboration. C'est bon, ça.
C'est sûr que... Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a gros des services, des fois, que tu vas essayer d'aller chercher, puis ça va être difficile de collaborer avec eux. Qui vont, Oui, comme mais tu ça, disais, justement, souvent imposer des choses, imposer une vision, imposer un plan d'intervention. moins maintenant que je gravite un peu autour et je gratte un peu parce que je comme ça n'a pas de sens d'imposer une vision. Je l'ai toujours dit et je le redis encore maintenant. Le jeune doit être au cœur des décisions qui le concernent. C'est le grand principe du centre jeunesse et il n'est souvent pas respecté. Le plan d'intervention devrait être co-construit avec le jeune en tenant compte de son projet de vie puis de sa manière de gérer sa situation de santé au quotidien. C'est exactement ça! C'est ça. C'est le partenariat de soins. Exactement! On se comprend, c'est bon! Ben, c'est pour ça, en fait, moi, que je m'étais intégrée à Air Ouverte, c'est pour amener cette notion-là qui a été peut-être un peu plus développée à l'Université de Montréal. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, un peu comme tu disais, moi aussi, j'ai fait des comités, tu sais, en m'associant à l'Université de Montréal. Après ça, on m'a donné l'opportunité de collaborer à plusieurs autres comités. Là. Fait que comme toi, j'ai eu un petit parcours un peu similaire par rapport à ça. Ouais, Puis, oui. Moi, c'est ça. Tu parlais d'amener le principe de partenariat de soins. Je l'ai amené, ce principe-là aussi, à mon aire ouverte. J'ai dit, ça prend un partenariat entre les deux. Parce que tu ne peux pas juste imposer ça. Ça prend un partenariat. On l'a dit, l'offre de service doit être complémentaire. Oui. Puis, il doit tenir compte du savoir expérientiel du patient. Parce que le patient, c'est lui qui vit avec sa maladie au quotidien, c'est lui qui gère sa médication, qui gère son environnement, qui a connaissance de qu'est-ce qui fonctionne avec lui, de qu'est-ce qui fonctionne moins. Puis c'est ça, moi personnellement, j'ai l'impression qu'il y avait des belles avancées qui se faisaient à ce niveau-là dans plusieurs secteurs de la santé, puis qu'avec la pandémie, c'est comme venu mettre un gros frein à ça. Parce que moi, je te dirais personnellement, il y a plusieurs de mes comités qui ont arrêté à cause de toutes les ressources qui devaient être mobilisées ailleurs. Fait que, tu sais, je ne sais pas si toi, personnellement, tu as vécu ça ou s'il y a eu des comités qui ont eu à soit complètement arrêter ou diminuer leurs activités. Mais c'est ça. Moi, pas personnellement. Des amis à moi, oui. Les comités de résidents ont complètement arrêté leur rencontre. J'ai des amis à moi qui me disaient on ne peut pas discuter des enjeux locaux parce que nos comités sont tous arrêtés à cause de la pandémie. Parce que là, c'est là où je vais rentrer dans le thème technique. Le Centre jeunesse, c'est comme tomber en lockdown. Tout arrêté. Puis nous, c'est ça qu'on disait. On ne peut pas tomber en lockdown. Là. Vous ne pouvez pas nous enfermer. Là, c'est là où on disait il y a un degré. Là. Il y a un degré à voir là, parce que là, ça ne fonctionnait pas. J'ai vu aussi qu'il y avait des centres jeunesse qui intégraient les technologies comme les iPads pour essayer de maintenir un contact avec l'extérieur. Est-ce que ça a été fait? Ça a été fait, mais on est obligé de le demander. Parce que sinon, ça ne serait pas fait. OK. Ça a été une demande. Ça a été une demande des jeunes, ça. Sans ça, ça ne serait pas fait. On est obligé d'envoyer du monde pour parler à notre place parce que nous, on ne pouvait pas, on était pris là. Puis, en rétrospective, si tu regardes ta trajectoire puis tout ce que tu as vécu depuis le début que tu es placé avec la DPJ, si, mettons, je te donne un génie avec une lampe magique puis que tu peux formuler 3 souhaits, tu ferais quoi? Ben déjà, on va parler de bonification, modification de service. C'est les deux grands principes que je veux absolument qu'on fasse. La bonification de service puis la modification de service. Quand je parle de bonification de service, c'est bonifier les services qui sont offerts aux jeunes présentement. Sans toutefois dire, ah oui, mais si je bonifie tel service, on va perdre ce service-là. Non. Je ne veux pas que la bonification de service se fasse au détriment d'autres services. Je veux que tout se mette ensemble. Fait que pour toi, ça se traduirait comment, ça, concrètement? C'est qu'il y aurait plus d'intervenants pour les jeunes? Il y aurait plus de mesures, de types de suivi différents? Comment ça fonctionnerait pas pour toi?
pas nécessairement. Quand je dis bonification de service, c'est plus de, tu sais, un peu comme moi avec ma thérapie, c'est se dire, le jeune a besoin de ça, on va lui donner comme il veut. Pas juste, ah oui, il y a une thérapeute dans le centre. OK, go. Pas juste à moitié. C'est ça, On pas fait juste à l'intervention moitié. comme il faut. C'est exactement ça, tu sais, quand je parle de bonification de service. Le deuxième souhait que je veux, c'est bien sûr des conditions de vie acceptables. Là, tu sais, on s'entend que c'est pas toujours facile au centre jeunesse, on l'a toujours dit. Tu sais. C'est important d'aller. Tu sais, quand je dis acceptable, je dis ils sont déjà acceptables, mais tu sais, on peut encore monter, on peut encore améliorer. Là. C'est de se dire la sécurité du jeune doit être au cœur des décisions. Je vais revenir au rapport de la commission Laurent, là, Oui. qui disait d'aller chercher les enfants dans les milieux s'ils ne sont pas bien, mais c'est ça. C'est ça que je veux, moi. C'est de ne pas attendre que le jeune fasse son auto-signalement. C'est de ne pas attendre 3 fois, là. Sors-les de là. Ça urge. Puis ça me fait penser, parce qu'on parle souvent dans les médias d'un enjeu de pénurie de personnel. Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans tes services, cette pénurie? Oh mon Dieu. Je l'ai tellement ressenti que j'en ai eu mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai eu mal à la tête. J'ai changé 7 fois d'intervenant en 18 ans, en 10 ans de centre jeunesse. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est mon 3e souhait. La stabilité des intervenants. ça m'amène, tu vas bien quand ça m'amène à mon 3e. La stabilité des intervenants. On n'est pas des numéros. Ça serait le fun qu'on nous prenne comme un humain à part entière puis qu'on n'ait pas besoin de répéter et ainsi de suite pendant 10 ans. C'est que tu avais aussi ta psychologue depuis, pendant 10 ans de temps qui était une intervenante stable qu'on t'a en fait retirée pour aucune raison valable. C'est là où je parle de la stabilité des intervenants. C'est que je veux que les suivis soient concrets et restent. Si c'est retiré, il faut une crime de bonne raison. Puis cette intervenante-là, cette psychologue-là, c'est-tu l'intervenante que tu juges qui a eu l'impact le plus significatif pour toi? Non. C'est qui d'abord? C'est un intervenant d'un foyer de groupe qui m'a dit une phrase un jour qui est restée. Il m'a dit, puis c'est drôle parce que en fait, c'est une chef de service, en fait, qui m'a dit un jour, si tu veux, tu es capable d'y aller. Et c'est toujours resté. Je me suis dit, si je veux des bonnes conditions, il faut que je frappe. Faut que je tape mon message. Il faut que je tape sur le clou jusqu'à temps que je l'aille. Elle a raison. Elle a raison. Mais c'est ça, comme moi, personnellement, maintenant, aujourd'hui, je sais que je fais du stress post-traumatique. Mais quand j'allais au CLSC, il n'y avait pas moyen d'avoir des thérapies adaptées à ce problème-là. Fait que, tu sais, il a fallu que j'aille faire un paquet de détours, puis que là, j'aille demander à l'IVAC, puis après ça, je vais voir le médecin de famille, il me fait un papier comme quoi que cet événement-là est relié à mon stress post-traumatique. Puis là, après ça, j'ai eu accès au service. Mais tu sais, ça a pris des années avant que j'aille ça, là. Ça l'a, pour moi, pour avoir des services au Tribunal national, ça a pris 2 événements de ma part, 2 événements perturbateurs pour qu'ils fassent whoop, la sonnette, drink, faut faire de quoi? C'est ça. Puis, tu vois, moi, si j'aurais un souhait à formuler, ce serait qu'on prenne en compte que la grosse majorité des jeunes qui passent par la DPJ, on a à peu près tout un stress post-traumatique puis des troubles d'attachement. Fait que ce serait d'essayer d'avoir des intervenants, autant dans les CLSC que dans les aires ouvertes, qui seraient capables de répondre à cette demande-là, puis de ne pas arrêter à 10 séances, parce que ça, c'est l'enjeu majeur que j'ai connu. Quand j'allais frapper à la porte du CLSC, c'était « tes problèmes sont trop compliqués, on ne sera pas capable de les régler en 10 séances ». Oui, mais ça, avec la rouverte du Centre-Sud, je l'ai nommé ça. J'ai dit, ça va nous prendre un intervenant. C'est beau nous dire oui. Non. Le No Wonder, là, il est ultra important. J'en parlais dernièrement, d'ailleurs. Puis c'est ça, comme tu dis, j'ai l'impression qu'à Air ouverte,
ça se peut qu'il y ait un flot important de jeunes qui se rendent là puis qui sortent des services de la DPJ parce que, tu sais, mettons, toi, tu as été quand même capable de t'orienter là-dedans, d'aller dans les auberges du cœur, tu sais. Tu n'as pas été lâché loose dans la nature, si je peux dire ça comme ça. Mais il y en a d'autres, des jeunes que j'ai connus qui sortent du centre jeunesse avec leur sac à poubelle, puis ils sont sur le bord de la rue, puis il faut qu'ils essayent de se démerder, là. Il y en a vraiment beaucoup que ça a fait ça, là. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que cette majorité de jeunes-là, un coup qu'ils vont connaître Air ouverte, ça se peut qu'ils aillent se garocher aux portes, là. Oui, bien, ça, on l'a dit. Avec mon expertise, moi, j'ai dit, nous, ça nous prend une porte d'entrée. Je ne dis pas qu'on va tous pouvoir les aider, mais d'ailleurs, j'en parlais avec Air ouverte, je dis, ouais, mais à 30 ans, tu fais quoi? Mm-hmm. C'est ça, je dis, parce que c'est dit, là. C'est dit depuis longtemps que les services sont pour 12 à 25 ans. Ça a été dit ça a été dit un peu partout, tu sais. Oui. Mais à 30 ans, tu fais quoi? Et là, de me faire répondre, on va les référer à d'autres. Je dis, ah, ça, c'est bien. Tu vois, ça, j'étais content parce que je me suis dit, OK, au moins, on les laisse pas dans la nature. Dans la nature. C'est ça. Puis finalement, fait que dans le fond, tu étais impliqué avec Air ouverte, tu étais impliqué dans les comités de résidents, puis as-tu d'autres implications que tu veux nous parler? Pas présentement, mais ça s'en vient. Là. J'ai des opportunités qui s'en viennent là. C'est juste que présentement, je suis comme pris avec les études, avec un peu partout. Fait faut que je choisisse mes batailles. Ben oui. Tu peux pas te garocher 110% des comités si tu as ton école que tu continues à faire, surtout qu'aux adultes, c'est quand même assez exigeant, là, surtout quand tu es avec Emploi Québec puis tu peux pas faire du temps partiel. Oh my là. God! Non, j'ai pas le droit de faire du temps partiel, puis je me le fais dire en tabarnouche, je manque plus que 10% d'absence non motivée. Oui, c'est ça l'affaire. Moi aussi, j'ai passé par là. Puis ça aussi, ça a fait partie de mon processus de réinsertion sociale puis de réorientation vers les études plus supérieures. Là. Mais ouais, c'est ça. On est vraiment obligé d'un quand même bon roulement. Là. Moi, je me souvenais, j'arrivais là de bonne heure le matin, puis je finissais à 4 heures, puis c'était vraiment exigeant. Là. Surtout, Oh tu sais, comme my toi, tu fais God! un TDA. Moi, j'ai des problèmes de santé physique importants, tu sais, ce qui fait qu'il y a eu des périodes où j'y allais vraiment de reculons, puis que j'étais dure à réveiller le matin, puis que, ouais, c'était vraiment tough. Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai intégré une routine. Je me lève avant le lever du soleil maintenant. Je me lève à 5h30 pour m'éviter le trafic. Pour m'éviter une excuse de me dire, ben, je vais arriver en retard parce qu'il y a du trafic. J'arrive pas en retard, j'arrive 1 heure d'avance. Ça, je suis sûr que, tu sais, je suis arrivé à l'école, je veux plus d'excuses. Oui, puis comment tu as trouvé ça, justement, de monter des routines comme ça, tranquillement, pas vite? Parce que c'est ça qui arrive aussi, hein, quand on fait la transition à la vie adulte. On instaure des routines, puis on essaye des affaires, puis comment tu as trouvé ça? Ça a été, somme toute, facile. C'est sûr que j'avais des amis qui avaient des routines autour, tu sais, qui se couchaient à 9h le soir. Fait que moi, à un moment donné, quand les amis se couchent à 9h le soir, tu n'as pas le choix de te coucher à 9h le soir parce qu'il n'y a plus personne. Fait que tu as eu quand même une Automatiquement, facilité. ben oui, mais automatiquement, moi, mes amis sont couchés à 9h. Fait que moi, automatiquement, je fais comme, bon, on va aller se coucher. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a personne. Là. Je ne peux pas sortir, là. Puis, si tu aurais un message aux autres jeunes qui sont en train de vivre leur transition actuellement, qui sont en train de sortir de la DPJ, qu'est-ce que tu leur dirais? Je l'ai dit dans la série, mais c'est de crier à l'aide. Si tu as besoin d'aide, crie à l'aide. N'aie pas peur. Parce que, tu sais, les gens ont tendance, surtout les jeunes ont tendance, qui sortent de là, ont tendance à voir crier à l'aide comme un signe de faiblesse. C'est pas le cas. C'est de le voir comme une façon de rebondir. Tu sais, tu vas débouler la marche, on s'en fout, mais tu vas remonter. C'est ça, c'est une façon de s'adapter à tout ce qui est en train de changer. Exact. C'est excellent. Crie à l'aide, c'est important. C'est bon. C'est que ça terminerait pas mal notre podcast pour aujourd'hui. Ça a été super intéressant de te parler. Puis je te souhaite une bonne continuité dans tout ce qui se passe alentour de toi avec Air ouverte. Puis ça a été super le fun de te recevoir.
Ça a gros été un bravo. plaisir pour moi aussi de faire ce podcast-là. Ça m'a permis de continuer un peu ce que j'ai commencé avec la série, tu sais, marteler mes messages encore une fois sur la place publique. C'est excellent. Moi, je voulais juste dire un gros bravo aussi pour tes études avec ton secondaire 5 que tu vas bientôt avoir en poche. Tu peux vraiment Oui. être fier de toi. Puis je te souhaite, comme Maggie a dit aussi, un bon succès dans tous tes projets que tu vas entreprendre. Merci T'es beaucoup. t'es très inspirant. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bye! Bye! Bye.